Alors nous allons discuter de deux concepts, le concept de latéralisation et de distalisation dans les prothèses d'épaule inversées et surtout l'effet que cela peut avoir sur les résultats cliniques. Que reste-t-il finalement du concept de Grammont dont la prothèse inversée était imaginée pour distaliser et médialiser le centre de rotation afin d'augmenter l'effet du deltoïde? Nous avons appris au cours du temps que cette médialisation avait pour effet une augmentation des encoches, de l'apparition d'encoches au niveau de la glène inférieure, en rapport avec un conflit entre l'os et le polyéthylène. Mais la distalisation avait également pour effet une augmentation de la tension des parties molles qui pouvait avoir pour effet l'apparition de lésions neurologiques. C'est la raison pour laquelle progressivement nous avons été amenés à augmenter la latéralisation, soit du côté glénoïdien en ajoutant une greffe osseuse derrière notre sphère ou en augmentant le volume de la sphère, soit du côté huméral en changeant le design de la prothèse plus latéralisante ou tout simplement en diminuant l'angle cervico-diaphysaire de la prothèse. Il ne faut pas non plus oublier l'effet de la distalisation sur les parties molles. Lorsqu'on souhaite tendre une prothèse, eh bien on va avoir un effet de tension sur les parties molles, notamment sur le deltoïde, que l'on cherche à recruter. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est quelle est la tension optimale du deltoïde pour obtenir le meilleur effet possible. Pour avoir cette réponse, j'ai cherché dans les bouquins de physiologie et on retrouve cette courbe qui permet de voir que la tension optimale est obtenue lorsque le muscle est tendu à 130% de sa longueur. Et vous voyez que si l'on tend davantage, eh bien, l'effet produit sera moindre. Nous avons publié cet article en 2018 sur les effets de la latéralisation et de la distalisation sur les résultats cliniques et nous avons introduit la notion de deux nouveaux angles. Le premier angle, c'est l'angle de latéralisation et le deuxième angle, c'est l'angle de distalisation. Il y a deux points fondamentaux qui sont retrouvés dans les deux angles, c'est le bord latéral de l'acromion, le tubercule glénoïdien supérieur, que l'on retrouve toujours malgré le fraisage, et ce qui va varier, c'est la tangente au bord latéral du tubercule majeur pour l'angle de latéralisation et la tangente au bord supérieur du tubercule majeur pour l'angle de distalisation. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir quel est l'angle optimal pour le DSA et pour le LSA afin d'obtenir le meilleur résultat clinique. Alors voici les résultats que l'on a pu obtenir. Vous voyez que si l'on regarde l'élévation antérieure, les facteurs qui influencent principalement l'élévation antérieure, eh bien on retrouve ces deux angles, le LSA et le DSA, mais bien entendu, l'élévation active préopératoire a également une influence importante. Si on regarde maintenant la rotation externe, à nouveau ces deux angles ont une influence importante sur le résultat de la rotation externe. Et si on regarde maintenant l'élévation antérieure et comment l'élévation antérieure évolue par rapport à l'angle de distalisation, on voit que pour des angles de distalisation faibles, le résultat sur l'élévation antérieure n'est pas fameuse, mais si on augmente ce DSA et qu'il atteint 55 degrés, on voit ici que le résultat est optimal avec une élévation antérieure qui est tout à fait satisfaisante. Par contre, dès que l'angle DSA va augmenter davantage, c'est-à-dire que l'on tend trop le muscle, 75 degrés, vous voyez que l'élévation va à nouveau diminuer pour obtenir finalement une courbe parabolique où le meilleur résultat, le résultat optimal, est obtenu pour un angle DSA entre 40 et 65 degrés. Qu'en est-il
Lorsque le DSA est de plus de 70 degrés, ben, vous voyez, ce sont nos pires résultats cliniques. Les patients gardent des paresthésies, ils ont des douleurs persistantes, ils ont des surtensions du biceps et du deltoïde, et en voici un exemple. Qu'en est-il maintenant de la rotation externe et surtout de l'angle de latéralisation? Eh bien, vous voyez, on va retrouver la même chose. Donc, si votre angle atteint, l'angle de latéralisation atteint un certain degré, 92 degrés, vous avez une super rotation externe. Par contre, si l'angle n'est pas suffisant, 68 degrés ici, vous voyez que la rotation externe est beaucoup plus faible. Et lorsque on augmente davantage cet angle de latéralisation, eh bien, il peut également rediminuer. À nouveau, on retrouve cette courbe parabolique avec les meilleurs résultats de la rotation externe lorsque le LSA est situé entre 75 et 95 degrés. Si on regarde maintenant toutes les courbes, LSA ou DSA versus élévation antérieure ou rotation externe, eh bien vous remarquez que l'on obtient à chaque fois cette courbe parabolique qui ressemble étrangement à la courbe que l'on avait dans nos bouquins de physio et qui nous rappelle qu'un muscle ne doit pas être tendu au-delà de 130% de sa longueur si on veut obtenir le meilleur résultat possible. Par conséquent, quelle est la latéralisation et quelle est la distalisation optimale? Eh bien, on peut s'aider de ces deux angles, de latéralisation et de distalisation. Et pour un résultat optimal, un résultat clinique optimal, il faut avoir un LSA entre 75 et 95 degrés et un DSA entre 40 et 65 degrés. Je vous remercie de votre attention.